On y a pensé. C'est pas grave. On va travailler avec double caméra. Là, c'est celui-là qui m'intéresse le plus parce on est sur le groupe, nous aussi, à 99 Médias pour l'enquête. Et je me suis même transformé personnellement en poster boy pour la commission d'enquête. C'est là que j'ai eu l'idée de vous inviter. Là. Je parlais à ma collègue là, qui parlait de vous. C'est bon. Ça va bien, j'ai... Hop. Oui. C'est un peu bête, mais je suis allé. Un peu... Là, comme ça. Pour faire de la propagande, je vais te donner... Pas évident. Ici, ouais, ça marche mieux. C'est pas 2 places pour ça le billet. Non. C'est ça que je veux. Merci. De toute façon, c'est suggéré. Là, on a parlé quand même des coûts d'impression pour tout ça qui est relié à faire les... Ouais, c'est ça. Normalement, on fait le budget pour que... Celui-là, ça, c'est la Ligue qui l'a imprimé. J'ai pas regardé en arrière. Ben, en fait, c'est Cadotomo qui a fait l'impression. C'est un style de la Ligue. Alors, on va y aller d'une petite entrevue impromptue pendant qu'il n'y a personne. Le panel aujourd'hui devrait porter sur quoi exactement? Ben, c'est un panel sur le droit d'association. C'est 3 des auteurs qui ont contribué à la revue sur le droit d'association qu'on lance aujourd'hui. Donc, il y a Georges Rebelle qui va parler un peu des fondements juridiques, philosophiques, en termes plus large du droit d'association, de la liberté d'association. Il y a une représentante du comité légal de la SIM qui va parler un peu du débat en cours en milieu étudiant sur la répression, la judiciarisation du loi de grève, ce genre de choses-là. Je ne connais pas exactement son sujet, mais ça devrait être très intéressant. Puis, je trouve qu'il y a une troisième personne qui va parler plus de ce qui se passe au niveau du fédéral, du gouvernement un peu, puis de tout ce qui se passe surtout depuis la dernière année en termes d'attaque au droit d'association. Donc, après ça, on va discuter tout le monde ensemble. Parfait. Merci beaucoup. Oui, ça c'est en direct, puis ça l'enregistre tout court. Ouais, c'est ça, pas plus. Yes, 1, 2.
Bonjour tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui pour le lancement du dernier numéro de la revue de la Ligue des droits et libertés. Je vous dis tout de suite, j'ai un message de la part des caméramans qui vous font dire qu'ils vont peut-être vous filmer, mais ils ne vont pas filmer les visages, juste les mains. Puis, ne pas vous inquiéter avec ça, c'est juste pour montrer qu'il y avait des gens. Donc, je me présente, je suis Lisiane Rock, je suis responsable des communications à la Ligue. Et puis, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour... Est-ce que vous entendez bien? Oui. Il y a des places en avant aussi. Voilà. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour souligner le lancement du dernier numéro de la revue qui comporte un important dossier sur le droit d'association. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de consacrer un dossier au droit d'association? Bien, vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours de la dernière année, on a vécu beaucoup d'atteintes au droit d'association. On peut penser notamment à la loi 78, à l'instrumentalisation du judiciaire pour étouffer la contestation sociale pendant le conflit étudiant, et aussi à l'adoption de lois antisyndicales au niveau du gouvernement fédéral. Madame Côté va pouvoir vous en parler plus longuement. Mais ces atteintes plus récentes, selon la Ligue, s'inscrivent dans une tendance plus large de suprématie de l'individuel sur le collectif, puis d'une difficulté qui est constante de faire reconnaître, faire valoir les droits collectifs comme le droit d'association. Il y a du côté des détenteurs de pouvoir, qu'ils soient économiques ou qu'ils soient gouvernementaux, on remarque qu'ils utilisent une diversité de moyens pour brimer puis limiter le droit d'association, et ils vont le faire au nom d'impératifs économiques, au nom du respect des droits individuels, par exemple le, entre guillemets, droit des étudiants de suivre leur cours. Mais nous, à la Ligue des droits et libertés, on défend un principe qui est l'interdépendance des droits. Et au nom de ce principe-là, on considère que le droit d'association comme droit collectif est une condition à la vie démocratique, une condition de la réalisation de tous les droits. On peut penser, par exemple, à l'article 1er des deux pactes internationaux relatifs aux droits humains qui énonce le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. Et puis, on ne peut pas imaginer un peuple disposer de lui-même s'il n'y a pas une possibilité de s'associer librement puis de participer collectivement à la vie politique. On peut penser aussi que le droit d'association donne une voix aux personnes sans pouvoir et aux minorités pour revendiquer leurs droits. Donc, c'est pour l'ensemble de ces raisons-là qu'on a décidé de faire un numéro sur le droit d'association qui visait à rappeler l'importance de ce droit-là, puis aussi de faire un peu un état de la situation. Donc, on tenait à ce que la revue comporte une partie sur les fondements philosophiques et historiques du droit d'association, et aussi qu'on fasse un peu le portrait des différents obstacles, différentes atteintes au droit d'association. Notre portrait de la situation ne se veut pas exhaustif, mais on voulait plutôt illustrer la diversité des obstacles et des groupes qui font face à ces obstacles-là. C'est pour ça qu'on va retrouver autant par exemple, des articles qui vont parler des poursuites Bayon, puis de l'impact que ça a sur l'association, par exemple, des groupes écologistes, et puis d'autres, jusqu'à des articles qui vont parler des défis que vont rencontrer le mouvement communautaire dans sa vie associative, dans un contexte où on assiste à une transformation des mouvements communautaires en prestataires de services. Et aussi, on tenait dans la revue à avoir une section qui met en valeur les différentes luttes qui sont toujours en cours, puis des gains qui réussissent encore à se faire sur le droit d'association. Alors, voilà pour la revue. Et puis, on est aujourd'hui content de pouvoir compter sur la présence de 3 auteurs qui ont accepté d'être parmi nous aujourd'hui pour présenter leur texte ou leur réflexion sur le sujet de la revue. Alors, on a André Côté, Natacha Labrèche et Georges Lebel. Mais je rajouterais aussi qu'il y a dans la salle plusieurs autres auteurs, Jacinthe Leblanc, Sébastien Rivard et Marcel Duhem, Lucie Lemonde, je ne sais pas si j'en oublie. Alors voilà.
Alors, je vais bientôt céder la parole aux auteurs. Ils vont faire une présentation chacun d'environ 15 minutes. À moins qu'il y ait des questions d'éclaircissement, on va attendre à la fin pour avoir une grande période d'échange avec eux où je vais prendre les questions-réponses. Mais avant de leur céder la parole, je voulais remercier les auteurs qui ne sont pas présents, mais l'ensemble des auteurs qui ont contribué à cette revue-là. Ils sont nombreux. Et puis leur contribution est vraiment intéressante. Et aussi remercier la Fondation Léo Cormier, sans laquelle la publication de cette revue n'aurait pas pu être possible. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à M. Georges Lebel, avocat à la retraite et professeur associé au département de sciences juridiques de l'UQAM. Autrement dit, je ne fais plus rien. Alors, je vous prie de m'excuser parce que pour des circonstances indépendantes de ma volonté, j'avais préparé un texte, mais je n'ai pas eu le temps d'en faire quelque chose pour un exposé oral. Alors, ça va être un peu plate. C'est comme ça, j'y peux rien. Ça part raide un petit peu. La révolution bourgeoise a été faite au nom de 3 principes. La liberté, l'égalité, la solidarité. Les libéraux n'ont retenu qu'un seul de ces principes, la liberté individuelle, égoïste, qui s'arrête là où commence la liberté des autres. Alors que la solidarité postule que ma liberté ne peut exister qu'avec et par les autres. Si les autres ne le sont pas, je ne suis pas là. Ils ont travesti aussi le concept d'égalité en le transformant d'une part en égalité des chances et d'autre part en réduisant le concept d'égalité à la distribution des ressources. Pour Rawls et Amartya Sen, que tout le monde le sait tout le temps, l'égalité se limite à une juste répartition des ressources entre les individus. Pourtant, l'égalité, c'est d'abord un accès égal à la santé, à l'éducation, à la famille, au travail, au social, quoi. Donc, à la société et à la démocratie, à la citoyenneté. La vie en société suppose un régime de relations entre les individus. Il ne suffit pas d'éradiquer les inégalités pour produire une société d'égaux. Il faut encore un lien positif de reconnaissance et d'interaction réciproque qui les anime et les réunissent. La démocratie ne se résume pas à de simples procédures de représentation, mais exige aussi l'activité constante de faire société ensemble. Or, nous assistons aujourd'hui à la remise en cause des politiques sociales de solidarité et de la redistribution par des impôts progressifs. Il nous faut donc, c'est une grosse tâche, relégitimer l'État social pour que tous les citoyens puissent, dans l'égalité des semblables, faire société, par le lien social, construire et fortifier la société. Cela implique des services collectifs universels, autant pour les riches que pour les pauvres. C'est un gage de mixité sociale, produisant un monde commun, plutôt qu'une seule politique de la singularité qui vise à donner aux individus les moyens de se construire comme sujet autonome, ce qui est par ailleurs nécessaire aussi. Le paradoxe de la liberté, c'est qu'elle ne peut se réaliser que dans la solidarité. On est indépendant socialement pourvu qu'on soit protégé si un malheur arrive. L'État social, depuis la Deuxième Guerre mondiale, a fait de l'inscription dans le collectif, dans des collectifs protecteurs, la condition de l'indépendance sociale. Je ne sais pas si vous saisissez la petite nuance, mais ce n'est pas possible d'être indépendant dans la société si on n'est pas garanti d'être en lien avec la société, si on n'est pas garanti d'avoir la solidarité. Les politiques sociales, si vous regardez ça, les politiques sociales de l'État de bien-être visent toutes à rétablir le rapport collectif rompu, qui nous renvoie à notre seule individualité, principalement dans le rapport au travail.
rompu le rapport social lorsqu'on perd son travail, lorsqu'on est malade, lorsqu'on a un congé de maternité, lorsqu'on est en vacances, lorsqu'on a le salaire minimum, la retraite et le bien-être social. C'est toujours le rapport au social qui est rompu et qui est rétabli bien faiblement par les politiques sociales. C'est la rupture d'une des formes du lien social qui est ici palliée. Or, le néolibéralisme remet en cause ces protections sociales en les transférant du statut de salarié à celui de la personne. Le risque devient ainsi individuel et n'a plus de rapport social. Ce mécanisme de l'individualisation des droits et du refus du collectif est en marche depuis 30 ans. C'est la réaction Thatcher, Reagan, Mulroney, transformant l'indépendance en dépendance et instituant une citoyenneté politique vide du social. Combler ce vide devrait être la fonction de la liberté d'association, dont c'est le thème de nos délibérations aujourd'hui. Inscrite à la Charte constitutionnelle des droits du Canada, c'est sous l'angle des libertés syndicales qu'elle a été posée à la Cour suprême. Et je vais vous donner un conseil, j'ai plus le droit parce que je suis avocat à la retraite, mais je vais vous donner un pareil. Pour la défense des libertés, j'aime mieux compter sur les syndicats que sur les juges de la Cour suprême. Vous pensez peut-être, ou déjà, que j'exagère. Eh bien, voyons un exemple. J'ai pris mon exemple, c'est incontestable, c'est une gang de policiers de la gendarmerie royale. Ils sont francophones. Ils décident de se constituer un syndicat séparé du syndicat des Anglais. Le gouvernement dit non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Alors, ils vont voir à la Cour suprême, puis là, des polices séparatistes qui demandent la permission, ça fait drôle. Qu'est-ce que leur dit la Cour suprême? Le juge McIntyre. Le refus de vous syndiquer ne viole pas votre liberté fondamentale d'association, puisque vous avez toujours le droit de vous réunir en association pour jouer au golf ou pour regarder le hockey. 1987, le juge McIntyre de la Cour suprême. Votre droit d'association n'a pas été violé, puisque vous avez toujours le droit de vous réunir pour quelque chose. Alors, écœurez-nous pas. Le raisonnement est simple. Comment a-t-on pu arriver à une pareille aberration? Remarquez, je n'ai pas dit connerie parce que je suis avocat à la retraite, je n'ai pas le droit de dire connerie. Alors, j'ai dit aberration. Le raisonnement est simple. L'article de la Charte qui proclame la liberté d'association se lit « Chacun jouit de la liberté d'association ». Si on utilise le mot « chacun », ça veut dire, pour les juges, que la liberté d'association est une liberté individuelle. Avez-vous déjà pensé à ça? On a le droit tout seul de s'associer. C'est ça l'idée. En conséquence, si vous pouvez vous réunir, si c'est le mot « chacun », ça veut dire pour les juges que la liberté d'association, c'est une liberté individuelle. En conséquence, si vous pouvez vous réunir pour faire quoi que ce soit, vous exercez votre liberté d'association. Oui, mais la liberté d'association dont on parle, ce n'est pas la liberté de réunion, c'est la liberté d'association. Ben voyons. Chacun, ça veut dire un par un, pas tous ensemble, car une liberté individuelle, ça s'exerce individuellement et pas collectivement. C'est ça que les juges de la Cour suprême ont dit. Puisque les seuls droits collectifs qui sont reconnus par la Charte concernent les Autochtones, pensez à Idle No More, les minorités linguistiques, là où le nombre le justifie, et troisièmement, bien sûr, les actionnaires de compagnie réunis en assemblée. Eux autres ont tous les droits de la Charte. C'est réglé. Alors la Cour nous dit, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez, avec qui vous voulez, pourvu que ce soit légal et pas trop lubré. Vous n'ayez pas trop de fun. Si vous avez du fun, mais la seule protection constitutionnelle qui vous est accordée, c'est celle que vous êtes associé pour exercer vos libertés individuelles déjà garanties par la Constitution. Ainsi, la liberté de religion est une liberté individuelle, protégée lorsqu'elle est exercée comme liberté associative. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'entourloupe. Elle est grosse en tabarnouche. Si la seule liberté d'association qui est garantie par la Constitution est celle de se réunir pour exercer les autres droits garantis, vous ne pourrez jamais vous plaindre que de la violation de ces autres droits et jamais de la violation de la liberté d'association.
Autrement dit, de deux choses l'une. Soit vos droits individuels protégés, opinion, parole, réunion, religion, ont été violés. Alors ce sont ces droits-là qui sont garantis et sanctionnés. Soit vous vous réunissez pour autre chose que l'exercice de ces droits. Et alors, votre droit d'association n'a pas été violé, puisque le seul qui soit protégé par la Charte, c'est celui de vous réunir pour mettre en œuvre des droits garantis. La liberté d'association est ainsi vidée de sa substance. À ce jeu de pile-face, pile, les syndicats perdent, et face, la Cour gagne, et perd la face. Le gouvernement Harper ne s'en plaindra pas, il y en a quelques autres non plus qui s'en plaindront. Mais ce qu'il faut voir, c'est ce que tout le monde a perdu dans l'aventure, et surtout la démocratie. Cette fameuse charte comporte un article 1er, où M. Trudeau nous a dit la chose suivante. C'est bien beau d'avoir des droits, mais il ne faut pas pousser. Et il arrive, comme en octobre 70, comme lors des référendums, comme lors du printemps érable, ou comme lors de grèves dérangeantes, qu'il faille restreindre les libertés. Et alors, il est loisible au gouvernement de restreindre vos libertés fondamentales, et cette restriction est raisonnable et justifiée. Si cette restriction est raisonnable et justifiée dans le cadre d'une société libre et démocratique. Et qui décide du caractère libre et démocratique? Dans le cadre d'une société libre et démocratique, la Cour suprême du Canada. Naïf, vous croyez que votre liberté individuelle d'association vient d'être violée par une action ou une loi quelconque du gouvernement? Vous ramassez le demi-million de dollars nécessaires et vous attendez de 2 à 10 ans pour vous faire dire par la Cour, votre droit d'association n'a pas été violé, parce que ce qu'on a violé, c'est un autre droit fondamental que vous vouliez mettre en œuvre en vous associant, et que si ce n'est pas un droit garanti, vous n'êtes pas protégé. Avez-vous compris que c'est comme ça que la Cour suprême ne pourra jamais condamner une violation de la liberté d'association sur la base de son caractère injustifiable dans une société libre et démocratique? Et c'est ainsi, chers amis et amis que notre démocratie est rendue muette par la Cour suprême. Chapeau. Au Canada, on a une négation de la démocratie intelligente, sophistiquée, pas une dictature brutale et niaiseuse. Inscrite à la Charte, jamais vous ne pourrez invoquer la démocratie pour défendre votre liberté individuelle d'association, et vous savez qu'elle n'est aucunement garantie collectivement. C'est le plus beau pays dans lequel nous vivons, et ils sont payés très cher pour nous en tuer. C'est grave, parce que ces jugements en série, depuis 30 ans, cette Cour, qui n'a rien de démocratique, et qui compte 2 ignorants, vous êtes au courant, il y a 2 juges qui ne connaissent pas le droit dans cette Cour-là, nous prive sournoisement de nos libertés. De plus, cette charte ne s'applique qu'aux actions du gouvernement. C'est l'article 32. Seuls des droits contre l'État sont reconnus, alors que la québécoise condamne aussi les violations par des entités privées. Vous savez tous ça. Mais ce que vous savez peut-être pas, d'où ça sort cette mesquinerie juridique? J'ai cherché ça, j'ai trouvé une explication. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais j'en ai trouvé. Après la guerre de sécession aux USA, on a adopté le 14e amendement. Amendement qui, en conséquence de l'abolition de l'esclavage, prévoyait l'égalité de tous devant la loi, y compris les nègres, qu'on appelait dans ce temps-là. Mais ça ne faisait pas l'affaire de tout le monde, surtout pas des tribunaux. Alors les tribunaux ils ont commencé par dire, oui, là, le 14e amendement, il s'applique seulement aux lois de l'État fédéral. Les lois des États et les rapports privés, ça ne concerne pas ça. Les gens ne sont pas égaux dans ce système-là. Là, les gens disent, là, vous charriez, alors on va l'appliquer aux lois des États. Mais jamais la logique affectait les relations interpersonnelles qui étaient couvertes. Cela et ce qui permettait de continuer des politiques de ségrégation dans les rapports privés, travail, restaurant, école, autobus, etc. L'âge des droits civiques a eu raison de cette interprétation aux USA, et depuis 1968, il n'y a plus personne qui ose prétendre ce que je viens de dire. Mais, pas au Canada.
C'est ce courant de pensée d'origine raciste et anti-étatiste américaine qui anime toujours la rédaction et l'interprétation de la Charte canadienne des droits. Voilà. On se sentait bien seul quand nous nous opposions, quand je dis nous, parce que j'étais tout seul, quand je m'opposais, à l'adoption de la Charte qui consacre la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Donc, on a réussi, on a fait une bataille, puis on les a empêchés que la propriété soit considérée, comme aux USA, comme un droit sacré. Donc, on l'a évité. Mais on s'est ramassé avec Dieu. Mais le problème avec l'interprétation individualisante de la Charte, c'est qu'elle ne protège que les groupes minoritaires discriminés. Et que depuis 1982, plus personne peut et ne défend effectivement la démocratie, le bien commun, la solidarité, le lien social. On voit se multiplier les regroupements de particularités qui exigent de la majorité un traitement spécifique et des accommodements souvent déraisonnables. Je ne défends pas ici la discrimination, mais je constate que les 30 dernières années de lutte ont porté sur la défense des spécificités et que personne ne défend plus l'agir collectif, la société comme un bien commun, l'État comme un instrument d'égalité et de solidarité. C'est mon constat. Vous n'êtes pas obligé de le partager. Quand on est vieux, on peut faire des grands bilans. Je fais un bilan. 30 ans, on s'est fait fourrer. Voilà, c'est ça. Or, pour le premier venu, cette liberté d'association qu'on nous dénie, c'est le fondement de la démocratie qui ne s'exerce pas individuellement, mais au grand jour, sur la place publique, en concertation organisée avec ceux qui pensent comme nous. La caractéristique première de la démocratie, c'est pourtant l'expression publique de ses opinions. Sa particularité est de regrouper autour d'opinions précises les citoyens qui veulent faire prévaloir leur point de vue. L'exercice de la démocratie postule donc la liberté d'association. À 5 reprises, le printemps dernier, 5 fois 50 000 personnes, ça fait 250 000, si vous savez compter, ont bravé l'interdit et affirmé que le droit de manifester publiquement son opinion ne pouvait être légitimement restreint dans une société libre et démocratique. Or, le pouvoir a opposé à la démocratie l'individualisme libéral. Au nom du droit de tout individu à réaliser ses exigences personnelles, les tribunaux ont émis des injonctions niant l'exercice de la démocratie, privilégiant le droit à l'isolement au droit d'association. Les juges, s'appuyant sur le précepte individualiste tiré de la loi de la jungle, que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, excipant du contrat individuel de consommateurs particuliers, ont rendu illégales les décisions d'associations légalement constituées et reconnues, prises en Assemblée générale, tout aussi régulièrement tenues. On a même fait reproche à certaines associations étudiantes de ne pas jouer le jeu de la démocratie parce qu'elles ne désignaient pas de leader à la répression, en fonctionnant en Assemblée générale comme si la démocratie se résumait à voter pour désigner un représentant. Ce sont donc les conditions de la démocratie, qui furent déclarées illégales par nos tribunaux. C'est pas rien. Parce que, à la logique de la représentation élective, les étudiants ont opposé la participation effective. À la logique de la force, ils ont opposé celui du nombre et de la raison. À la logique du pouvoir, ils ont opposé l'exigence de la participation à la société. Car il n'y a pas de démocratie si chacun et tous les citoyens n'ont pas les moyens d'y participer. Il n'y a pas de liberté d'opinion s'il n'y a pas de liberté de s'informer, de s'instruire, de s'en former une. Il n'y a pas de liberté d'association si on n'a pas les moyens matériels de se réunir et de durer comme rassemblement. Il n'y a pas de démocratie sans le plein exercice de ces droits qui ne peuvent se réaliser si on n'a pas accès à l'éducation, à la santé et à un travail rémunérateur. C'est-à-dire, ce n'est pas juste les droits civils et politiques, ce sont aussi les droits économiques, sociaux et culturels. Et ça, parce qu'on ne fait pas ça tout seul, mais en s'associant aux autres, c'est-à-dire en faisant société. La démocratie n'est pas seulement la liberté individuelle, c'est aussi l'égalité et la solidarité. On ne peut continuer à prétendre défendre la démocratie quand on restreint l'un de ses éléments constitutifs. Pour qu'une société puisse se prétendre une société de droit, il faut qu'elle respecte tous les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, et que chacun ait les moyens de les mettre en œuvre par la solidarité. Merci.
Merci, M. Lebel. Je cède maintenant la parole à André Côté. Elle est agente responsable du programme des femmes à l'Alliance de la fonction publique du Canada. Merci beaucoup, Lisiane. Merci tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Entre autres avec Georges, qui était mon professeur de droit quand j'étais en première année en sciences juridiques. Alors, c'est un vrai plaisir de le retrouver et de pouvoir l'entendre, toujours aussi en verve. Moi, j'ai écrit un petit article sur les attaques du gouvernement Harper contre le mouvement syndical. Moi, je suis montréalaise, mais ça fait plus que 20 ans maintenant que je suis dans l'espace politique canadien. J'ai vécu quelques années à Toronto sous le règne de Stephen Harper. Et maintenant, je me retrouve à Ottawa pour un syndicat qui représente une grosse majorité de nos membres sont des fonctionnaires dans la fonction publique fédérale. Alors, on goûte vraiment de près les politiques dévastatrices de ce gouvernement-là. Je pense que le cadre général dans lequel nous autres on fait l'expérience de ça, c'est vraiment un gouvernement qui s'appuie avec la droite qu'on retrouve dans différentes provinces, en particulier la droite de l'Ontario, de la Saskatchewan et de l'Alberta, qui vise vraiment à saper les fondements de la démocratie. Je pense que l'attaque contre le mouvement syndical se situe dans une attaque beaucoup plus globale face à la démocratie canadienne. On le voit dans la stratégie d'adopter des bills omnibus, des projets de loi budgétaires, supposément budgétaires, mais qui sont des projets de loi de centaines de pages qui amendent souvent une trentaine, une cinquantaine de différentes lois et qui sont adoptées à toute vapeur par la Chambre des communes et le Sénat sans qu'il y ait l'occasion de faire des débats. Et je crois que c'est vraiment un exemple très fort de comment on est en train de miner fondamentalement la démocratie au niveau fédéral. On voit un démantèlement de l'État, alors soit en adoptant des politiques budgétaires et fiscales qui réduisent la capacité de l'État d'avoir de l'argent. Okay? Donc, on est en train de réduire carrément la base fiscale et donc la possibilité de financer des programmes sociaux ou de donner des paiements aux provinces pour qu'on finance les programmes sociaux. Alors, ce gouvernement-là est vraiment en train de réduire la capacité de l'État à jouer un rôle d'État-providence. Et aussi par ses réformes de structure. Nous autres, on est en train de voir les changements dans la gouvernance, ce mot tellement à la mode dans la droite. Mais l'État fédéral, la fonction publique fédérale est en train on change la façon de gérer l'État pour que les sous-ministres et les gestionnaires aient plus en plus de flexibilité, comme on dit, de marge de manœuvre, et ils sont en train de devenir comme des petits hommes d'affaires qui gèrent le ministère. Et ça se voit pas beaucoup publiquement, ça se parle pas beaucoup, mais c'est des changements très importants qui vont vraiment, je crois, d'ici quelques années, changer la capacité de l'État de mettre en œuvre des politiques concertées qui affectent toute la fonction publique fédérale. On est en train de voir, évidemment, les attaques contre la société civile. Avant d'être à l'AFPC, j'ai été presque 10 ans à l'Association nationale Femmes et Droits, et on a été un des premiers groupes qui a dû fermer ses portes à cause des coupures de financement que le gouvernement Harper a fait contre tous les groupes de femmes. C'est vraiment, ils ont commencé par des attaques contre le mouvement des femmes. Ils ont coupé ensuite les financements aux groupes de défense des droits de la personne, comme Droits et démocratie, plusieurs autres organisations. Et évidemment, ils ont coupé le financement aux groupes environnementalistes. Alors, ils taisent la possibilité de la société civile d'opposer un contre-discours à ce qu'ils font. Et on le sent beaucoup dans le mouvement féministe pan-canadien à l'heure actuelle. Il n'y a presque plus de voix pour s'opposer. Il n'y a plus personne qui est là. Les groupes n'ont plus de permanence. Il n'y a plus de structure qui reste pour s'opposer à ce qu'ils font. Alors, il y a un silence dans la société civile et cette attaque, maintenant, très concertée contre le mouvement syndical, je pense, vient parachever l'œuvre de s'en prendre à une société civile. Et parce que les syndicats à l'heure actuelle, hors Québec, je pense qu'au Québec, il y a quand même une situation très différente avec une société civile mobilisée, politisée. Le mouvement étudiant l'an dernier, c'était comme un espoir au Canada. On voyait ça comme de mon Dieu, tout n'est pas mort, mais je vous assure qu'au Canada, la situation est très, très différente. Et le mouvement syndical reste parfois le seul joueur important à être capable de parler
et de financer aussi des groupes de femmes et ainsi de suite. Est-ce qu'il utilise sa parole? Ça, c'est tout un autre débat, on pourra en discuter parce que je crois qu'on est plusieurs à être très déprimés des réactions du mouvement syndical canadien et des stratégies qui sont empruntées. Bon, ça, on pourra en discuter tantôt. Alors, au niveau des... Je ne me suis pas timée, j'espère que... Au niveau des attaques, il y a un rapport, le dernier rapport de la Confédération syndicale internationale. À chaque année, la CSI fait des rapports sur les violations par le Canada, par les gouvernements, mais par le Canada notamment, des conventions de l'OIT. Et la CSI affirme que le Canada est un des États contre lesquels il y a eu le plus de plaintes pour la violation de la liberté d'association et que de bafouer les droits des travailleurs et travailleuses devient la norme et le recours à des pratiques antisyndicales augmente. Alors même au niveau international, le Canada est en train d'attirer de l'attention en ce moment de par les attaques qui se passent contre le mouvement syndical. Une des premières attaques très claires qui a eu lieu en 2009 avec l'adoption du projet de loi C10, qui était justement une loi omnibus sur le budget. Et dans ce projet de loi C10, on a inclus la loi sur les contrôles des dépenses. Et cette loi sur les contrôles des dépenses visait très spécifiquement les augmentations salariales qui pourraient être négociées ou ont déjà été négociées dans la fonction publique fédérale et dans les sociétés d'État. Et ce que cette loi énonçait, c'était que malgré toute convention collective, décision arbitrale ou condition d'emploi à l'effet contraire, les augmentations salariales ne pouvaient être que de 1,5 %. Alors, ce que ça a fait, c'est que l'État, qui est aussi l'employeur quand il s'agit de la fonction publique fédérale, a adopté une loi qui, dans certains cas, a rétroactivement amendé des conventions collectives négociées pour imposer des baisses salariales et qui, dans la majorité des cas, a posé les conditions qui limitaient la marge de manœuvre des syndicats à la table de négociation en disant qu'il n'y aurait pas d'augmentation plus que 1,5 %. Alors, c'est clairement, à mon avis, une violation du droit de la libre négociation des conventions collectives et qui, normalement, fait partie de la liberté d'association. Je ne vais pas reprendre ce que Georges a très bien expliqué en termes des limites très grandes qui sont posées par les tribunaux canadiens à la liberté d'association. J'ai tendance à m'inspirer du droit international pour nourrir le contenu du droit d'association et l'utiliser au moins à titre d'argument politique dans la sphère publique. Je pense qu'on peut quand même essayer de prétendre que la liberté d'association comprend plus que ce que nos tribunaux nous donnent. Mais c'est clair qu'ils ont porter atteinte à la capacité de négocier librement des conventions collectives au niveau fédéral. Cette loi-là est contestée. Elle est contestée par l'Alliance de la fonction publique. Elle est contestée par les travailleurs de Radio-Canada qui ont déjà gagné une première manche. La Cour supérieure du Québec a jugé que cette loi sur les contrôles des dépenses était inconstitutionnelle et qu'elle portait atteinte à la liberté d'association. Ça va aller en appel, on ne sait pas si ça va tenir. En Ontario, l'Association des juristes a aussi contesté la loi et elle a perdu au niveau de la Cour d'appel de l'Ontario. Alors, c'est sûr qu'on va avoir le festival de la contestation judiciaire et ça va se rendre en Cour suprême. Je ne sais pas comment ça va être décidé. On verra. C'est sûr qu'il ne faut pas être trop optimiste, je pense, à l'heure actuelle, sur où va aller la Cour suprême. Un autre exemple qui a été d'attaque contre la liberté d'association du mouvement syndical a été l'adoption dans le même projet de loi Omnibus C10 en 2009 de la loi sur l'équité dans la rémunération dans la fonction publique fédérale. Alors ça, c'est une loi qui vise, je crois, réellement à punir les travailleuses de l'Alliance de la fonction publique, de mon syndicat, qui se sont battus pendant 15 ans contre le Conseil du Trésor suite à une plainte qui a été logée en 1983 et gagnée en 1999, une plainte d'équité salariale. Et en vertu de cette victoire, le gouvernement fédéral a été obligé de rembourser 3 milliards
en salaires impayés et intérêts accumulés au fil des années. Et ils ont été très fâchés contre ça. Et Stephen Harper, quand il était encore avec la Coalition nationale des payeurs de taxes, avait dénoncé l'équité salariale, avait dit que l'équité salariale, c'est niaiseux, etc. Et il a mis en œuvre son projet de s'attaquer à l'équité salariale par cette loi dans l'équité dans la rémunération. Alors, ce que cette loi fait, c'est une loi spéciale qui vise exclusivement les travailleuses de la fonction publique fédérale et qui enlève aux travailleuses le droit d'invoquer les protections dans la loi canadienne sur les droits de la personne et de porter plainte devant la Commission canadienne des droits de la personne. Donc, on n'a tout simplement plus le droit d'utiliser les recours qu'on a toujours utilisés contre la discrimination salariale. Et on doit ils ont remplacé ça par un régime de négociation. Ils disent qu'on doit négocier l'équité dans la rémunération avec l'employeur. Alors, ils ont mis sur pied tout un cadre législatif. Ils sont présentement en train de nous consulter sur le règlement pour ça. Mais essentiellement, ils disent, si les syndicats tiennent vraiment à l'égalité des femmes, ils vont négocier l'équité salariale. Alors, ils sortent du régime des droits de la personne pour le mettre dans un régime de relations de travail, d'une part. Et d'autre part, ils ont redéfini les critères qu'on utilise pour évaluer si un travail est d'égale valeur, un travail dans un groupe d'emploi à prédominance féminine, parce que vous savez comment ça marche, l'équité salariale, c'est pas salaire égal pour travail égal, c'est salaire égal pour un travail différent, mais d'égale valeur. Alors, normalement, on compare un emploi à prédominance féminine à un emploi à prédominance masculine, puis on regarde c'est quoi les qualifications requises, c'est quoi les responsabilités, les conditions de travail, et ainsi de suite. Et on établit des équivalences, et lorsqu'il y a équivalence, on répare l'inégalité et on augmente le salaire payé aux femmes. Alors, normalement, un groupe à prédominance féminine, si c'était plus que 500 travailleuses, c'était 55% du groupe devait être des femmes et devenait à prédominance féminine. Et la nouvelle loi dit qu'il faut établir que 70% du groupe sont des femmes. Alors, on vient d'éliminer comme la moitié des femmes dans la fonction publique fédérale qui peuvent réclamer l'équité salariale. Parce que il y a beaucoup de femmes qui sont dans les groupes à 55, 60, 65, 68% de prédominance féminine, d'une part. D'autre part, on vient d'ajouter un nouveau critère pour déterminer l'équité salariale. On doit maintenant tenir compte des forces du marché. Les forces du marché, c'est exactement ce qui a créé toujours l'inéquité salariale contre les femmes, parce qu'on a toujours trouvé que les femmes, le marché considérait que les femmes valent pas cher. Alors, on est en train de réintroduire le critère qui a créé la discrimination dans la loi pour définir l'équité dans la rémunération. Alors, il y a des petits tours de passe-passe comme ça, mais ce qui est très fâchant d'un point de vue de liberté d'association, c'est que cette loi-là nous dit que le syndicat doit négocier avec l'employeur l'équité salariale. Donc, si vous y tenez vraiment, vous allez laisser tomber vos pensions à prestations déterminées, vous allez laisser tomber X, Y, Z. D'une part, et d'autre part, si vos membres, elles, considèrent qu'elles n'ont toujours pas une équité salariale, elles ont le droit individuellement de porter plainte à la Commission des relations de travail dans la fonction publique fédérale. Mais le syndicat, si le syndicat conseille une de ses membres à porter plainte ou la représente, on est passible d'une amende de 50 000 Alors, c'est ça que ça fait dans la vie, un syndicat, conseiller des membres et représenter des membres. Et là, ils vont nous coller une amende de 50 000 si on représente nos propres membres dans une plainte d'équité salariale. C'est vraiment, c'est stupéfiant comme violation à la liberté d'association. C'est ça, l'association. C'est pour ça qu'on se réunit en syndicat, c'est pour représenter. Et si vous connaissez l'équité salariale, c'est impossible d'aller devant les tribunaux tout seul et de faire une plainte d'équité. C'est trop compliqué comme preuve et les employeurs ont trop des moyens de résistance importants. Donc ça, c'est un deuxième exemple d'attaque contre la liberté d'association. Les attaques contre le droit de grève, on en a vu plusieurs dans les dernières 2 années. Poste Canada avait fait une grève tournante pour protester
contre vraiment des clauses orphelins qu'elle a introduites dans la convention collective, justement une transformation de la pension à prestation déterminée à des pensions, des régimes de pension à cotisation déterminée. Donc, on investit sur le marché, on ne sait pas ce qu'on va avoir au bout du compte. Ils ont fait quelques grèves tournantes, ils se sont fait coller avec une loi spéciale de retour au travail et imposer un arbitre qui a été dénoncé par la Cour fédérale, qui a été récusé parce qu'il était il était passé impartial. On a vu des lois spéciales aussi, des menaces de lois spéciales contre les agents de bord d'Air Canada et une loi spéciale imposée aux pilotes d'Air Canada au printemps 2012. Donc, on voit vraiment une recrudescence du recours à la loi spéciale. Tout récemment, en décembre dernier, le fédéral a adopté le projet de loi C-377. Ça, c'est un projet de loi qui exige la divulgation des dépenses des syndicats. Et juste, c'est vraiment, ça vise spécifiquement les syndicats. Il dit justement, comme les syndicats peuvent faire des déductions fiscales à cause comme les cotisations syndicales sont déductibles d'impôts, l'État perd de l'argent à cause des activités syndicales. Il y a donc un intérêt à surveiller de près ce que font les syndicats. Alors, ils viennent d'adopter un projet de loi qui exige les syndicats de dire, bon, toutes les personnes qui ont une rémunération supérieure à 100 000 comprenant les bénéfices sociaux, etc. Donc, presque tout le personnel du mouvement syndical va être nommément identifié par le nom. Ils voulaient l'adresse et le numéro de téléphone, ils ont reculé là-dessus parce que la commissaire à l'information a dit ça n'a pas de bon sens. Mais ce qu'ils veulent surtout savoir, tous les syndicats, qu'on estime à 25 000 organisations syndicales, syndicats nationaux, régionaux et locaux, qui vont être obligés de faire des déclarations, tous les syndicats vont être obligés d'identifier le pourcentage du temps qui sont consacrés par tout le personnel à des activités politiques, lobbying et autres activités non liées aux relations de travail. Alors, ce qu'ils veulent savoir, c'est tout le travail politique et sociale, de solidarité sociale qu'on fait. On va être obligé de leur dire toutes les heures consacrées. Ils veulent savoir toutes les heures consacrées à leur activité politique, lobbying, contributions, dons et subventions, activités de négociation collective, conférences, assemblées publiques, activités d'information et de formation et des bouts judiciaires. Alors, ils veulent pouvoir complètement savoir ce qu'on fait. Okay? Ça va d'une part, ça va permettre aux employeurs, quand on est en négociation de convention collective, de savoir exactement combien d'argent on a et qu'est-ce qui nous reste, ou combien d'argent on a payé en opinion juridique pour se préparer pour des négociations. Ils vont pouvoir avoir beaucoup d'informations sur nous. Mais surtout, c'est que ce projet de loi-là met la table pour le prochain projet de loi qui s'en vient, peut-être ce printemps, qui va être le projet de loi pour s'attaquer à la formule RAND, c'est-à-dire la formule de cotisation syndicale obligatoire. Vous savez, quand vous travaillez dans un milieu syndiqué, vous n'êtes pas obligé d'être membre du syndicat, mais vous êtes obligé de payer des cotisations syndicales. Le principe étant que tout le monde qui fait partie de l'unité de négociation va bénéficier du travail de négociation collective et de défense des droits qui est fait par le syndicat. Donc, si on bénéficie de ça, on doit payer les cotisations syndicales. Et depuis ça fait plusieurs années que dans la droite canadienne, on suit ce qui se passe aux États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, il y a une trentaine, 35 États qui ont adopté des lois qu'on appelle des lois de liberté de choix, pour reprendre tout le slogan néolibéral de la liberté de choix. Alors, la droite commence à en parler au Canada et aux dernières élections provinciales du Québec, la section québécoise d'Alliance de la fonction publique avait fait une étude des plateformes des partis politiques et avait annoncé en conférence de presse que les partis les plus sympathiques aux travailleurs étaient Québec solidaire et le PQ. Ça a fait un scandale à Ottawa. Un parti, le syndicat de fonctionnaires fédéraux appuie des indépendantistes, quelle horreur! Et ils ont dit, c'est pas pour ça que vos membres payent des cotisations syndicales. Et là, il y a un député qui s'appelle Paul Lièvre, un député d'Ottawa, conservateur, qui mène une campagne contre la formule RAND et qui s'apprête à déposer un projet de loi qui va faire en sorte que les cotisations ne seraient plus prélevées automatiquement sur le salaire. Comme au niveau de la fonction publique fédérale, c'est pas dans la loi, c'est dans les conventions collectives. On négocie convention par convention
qu'on va payer, que tous les salariés payent les cotisations syndicales, ils vont sans doute adopter une loi spéciale qui va carrément réouvrir les conventions collectives encore une fois. Alors, il va sans dire que si les syndicats sont privés des cotisations obligatoires, ça va énormément affaiblir la liberté d'association et ça va faire en sorte que le syndicat va être vraiment limité au pain et au beurre de l'activité syndicale, à savoir négocier des conventions collectives, point barre. Et ça, c'est une grande perte pour la démocratie, parce que le mouvement syndical au Québec et au Canada a toujours été un allié pour la défense des droits de la personne et pour la défense de l'adoption de lois sociales collectives. Et ça, je crois que ça va être un coup très, très dur s'il commence à gagner du terrain contre la Formule 1. Je vais m'arrêter là, mon temps est écoulé, mais on va en discuter. Merci, Mme Côté. Je cède maintenant la parole à Natacha Labrèche du comité légal de l'AC. Merci beaucoup. Bon, on en a déjà parlé ici de la grève étudiante et de la mobilisation étudiante par le FMR. Je pensais parler de qu'est-ce qui a rendu cette grève-là, qui est d'ailleurs une des grèves les mieux réussies de toute l'histoire des grèves étudiantes de son histoire. Bon. Je vais parler de son mode de décision, de prise de décision et du fonctionnement de ses structures. Contrairement à ce qu'on a ici, c'est-à-dire la démocratie représentative, où on vote une fois par année, on délègue la prise de décision à un gouvernement et on n'est pas du tout amené à participer, c'est pas très participatif. La démocratie directe, qui n'est pas parfaite en soi, mais quand même, c'est super inclusif, je trouve. Ça amène une réappropriation du pouvoir décisionnel par la base, de par les assemblées générales étudiantes. Une participation accrue qui est demandée aux tous les étudiants qui viennent à chaque assemblée générale voter, faire des débats qui sont très formateurs, qui font avancer les choses. Il y a aussi eu, pendant la grève étudiante, une prise de conscience collective par les étudiants. Moi, j'ai eu cette prise de conscience-là en y allant. On se rend compte qu'ensemble, on peut faire quelque chose. Les étudiants peuvent changer, peuvent montrer de quoi ils sont capables et faire changer les positions du gouvernement. Puis toute cette réappropriation-là par la base, ça amène une légitimité aux actions, car chaque personne peut participer à toutes les décisions qui sont prises, à toutes les actions qui vont être organisées. Je vais commencer par expliquer le fonctionnement des structures. Moi, je vais aussi expliquer le fonctionnement de la classe et de l'AC, parce que c'est celle que je connais. J'ai jamais fait partie d'une association étudiante membre de la FEC ou de la FEC, donc je vais vous parler de ce que je connais. Donc, avec les associations étudiantes, les assemblées générales, elles sont premièrement souveraines. Elles ont leur propre procédure qu'elles peuvent changer d'eux-mêmes. C'est des débats participatifs. On encourage les gens à venir en avant, dire leur opinion. Souvent, les assemblées générales, ça amène des débats qui vont faire changer les gens d'opinion. On va voir des personnes revirer complètement d'idées en sortant d'une assemblée générale. C'est super, c'est super bon pour les débats. Ça amène plein de choses. Les assemblées générales de la grève étaient populeuses, qui amenaient beaucoup de légitimité aux décisions prises là-bas. Ces décisions qui sont prises collectivement, que ce soit pour les grèves, pour la politique et tout, qui sont amenées après par les membres de l'exécutif en congrès de la classe ou maintenant de l'AC. Ça, c'est un rassemblement de toutes les associations étudiantes qui apportent leur mandat au congrès et qui doivent prendre des décisions par rapport au mandat qui leur sont donnés par les étudiants. Je ne sais pas bien le micro. Mais c'est ça. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que tous les exécutifs doivent suivre leur mandat parce que quand ils ne sont pas suivis, il y a toujours les membres, les étudiants qui sont là pour leur rappeler c'est quoi leur job, c'est quoi leur mandat. Sinon, aussi pendant la grève, il y a eu beaucoup d'associations affinitaires qui se sont créées. Ça a été très... il y a eu beaucoup de choses à l'arrivée avec la grève, des assemblées populeuses. Les assemblées populeuses, les assemblées générales, on fait juste prendre le micro et dire moi j'ai ce projet-là. Si vous êtes prêts à embarquer avec moi, bien, vous pouvez venir, on se rencontre. Ce qui faisait que ça faisait une décentralisation des actions. C'est-à-dire que les militants pouvaient se réapproprier la grève
et faire ce qu'ils voulaient avec leur niveau d'engagement qu'ils voulaient, le temps qu'ils voulaient donner et les sortes d'actions qu'ils voulaient faire. La plupart des actions spontanées, symboliques ou de perturbations économiques ont d'ailleurs été organisées par ce genre de groupe affiliateur. Donc, ces groupes-là sont encore vivants aujourd'hui ou certains sont morts avec la grève. Ensuite, une autre chose qui a donné de la légitimité au mouvement, ça aurait été l'escalade des moyens de pression et le respect de la diversité des tactiques. En fait, la grève, elle a été, pas la grève, mais les moyens, la hausse des frais de scolarité a été prévue d'avance. Le gouvernement avait déjà annoncé que ça allait se faire. Donc, il y avait des gens qui étaient là au moins 2 ans à l'avance pour préparer les choses, préparer le terrain. Avec les actions symboliques, d'abord, les militants ont d'abord pu, ou les nouveaux militants ont d'abord pu commencer à s'engager dans la grève progressivement. Ça avait comme effet de donner un message au gouvernement. Ça augmentait la visibilité aussi. Ça permettait au gouvernement de dire qu'on avait une position, qu'on était contre la hausse, qu'il n'y avait qu'à se tenir. On a par exemple fait une manif post-grève, pré-grève, le 10 novembre 2011, où il y a eu quelques actions symboliques qui ont eu lieu aussi. Bon, ensuite, on a été ignoré du gouvernement. On a donc commencé à faire des actions de perturbation économique au début des années 2000. Il y a eu des pressions, ça a augmenté une coche la pression auprès du gouvernement. Il ne faut plus nous ignorer, on était là. Il y a eu, par exemple, on a participé au blocage de la tour de la Bourse, qui a été organisé par la coalition opposée à la privatisation des services publics. Et on a aussi fait, par exemple, un blocage de l'Auto-Québec. Pendant que toutes ces actions-là avaient lieu, les associations étudiantes votaient une à une les mandats de grève générale qui a encore augmenté la pression auprès du gouvernement. Alors, de ce fait, il fallait faire d'autres actions qui visaient à empêcher que les cours aient lieu, des levées de cours. Les étudiants se sont retrouvés face à des injonctions qui avaient été imposées par les autres étudiants qui étaient anti-grève. Une erreur qui aurait peut-être été faite par rapport à ça, ça aurait été d'essayer de combattre avec des moyens juridiques ces injonctions-là. Parce que comme on a vu, ça a été beaucoup de temps et d'argent dépensé un peu pour rien. Comme on a vu, c'était des jugements expéditifs rendus très rapidement, qui étaient quasiment identiques entre eux. Donc, on a perdu les injonctions. Mais ce qui a vraiment rendu que les injonctions étaient invalides, ça a été les gens qui sont allés lever les cours quand même, qui sont venus en grand nombre pour appuyer, même si ça ne faisait pas partie de leurs écoles, appuyer les gens qui faisaient face à des injonctions et rendre les votes de grève efficaces. D'autres choses dans lesquelles on s'est confronté, ça a été les interventions policières, qui sont devenues de plus en plus importantes avec le temps dans la grève. Ce qui a été fait contre ça, ça a été il y a eu des associations communautaires qui se sont créées, qui ont fait, il y a eu du Cop-Watch, il y a eu les profs contre la hausse, qui ont fait des chaînes humaines pour protéger les étudiants, entre les étudiants et les policiers. Mais il y a aussi surtout eu un appui de la population qui sont descendus dans les rues avec nous, qui sont venus manifester, puis ça a fait plus qu'on était un nombre important, moins qu'on était passible de brutalité policière, vulnérable. Par exemple, presque peu d'intervention pendant les grosses manifs qu'il y a eu, les 22, des choses comme ça. Ensuite, on a eu la loi 12 qui nous tombait dessus. Ça, ce que ça faisait, ça suspendait toutes les cours. Il n'y avait donc plus de cours qui avaient lieu, plus de cours à faire, c'était correct. Mais en fait, ça nous faisait ça au moins de moins à faire. Mais après ça, le problème, c'était que quand les cours allaient avoir lieu, on n'avait plus le droit, selon cette loi-là, de faire des levées de cours. Comme M. Lebel disait tantôt, les droits individuels devenaient plus importants. Les gens avaient le droit à leur cours selon cette loi-là, contrairement au vote qui avait été voté en Assemblée démocratiquement. Il y a aussi les manifestations qui ont été restreintes. On n'avait plus le droit de faire des manifestations sans avertir les policiers, sans leur donner leur trajet d'avance. Et eux, ils pouvaient, à leur discrétion, changer ces itinéraires-là qu'on leur aurait donnés. Ça n'a pas été fait. Cette loi-là n'a jamais été mise en application, grâce surtout, encore une fois, au nombre de personnes qui étaient là, dans les rues avec nous, à descendre, à marcher, à nous appuyer. Il y a eu les casseroles qui sont apparues à 8 heures, à tous les jours. C'était vraiment bien. Le gouvernement a eu aussi le message qui était porté au gouvernement, c'était que les gens ne l'appuyaient pas. Il ne pouvait plus avoir cette image de contrôle et que tout le monde, que les étudiants étaient seuls, en fait. Et c'est ça. Je parle très vite, donc j'ai presque fini. En conclusion, ce serait donc comme ce que je viens de dire, en fait, la réussite de la grève, sa force aurait été dans le nombre,
aussi dans les moyens des prises de décision qui étaient inclusifs, que les gens se sentaient une obligation ou même une responsabilité d'agir pendant la grève, de faire leurs propres actions. Et aussi l'appui de la population qui a été super. C'est ça. Merci, Mme Labrèche. On va passer maintenant à une période de questions. Alors, je vous inviterai juste à lever la main, puis je vais prendre les noms, puis on va. Je vous invite à réagir, poser des questions. Oui, Marcel? Moi, j'ai deux questions, parce que j'ai une question sur deux points. À propos de la limitation du droit d'association dans tout ce qui est expliqué par le Cour suprême du Canada notamment, je voudrais vous entendre commenter la décision qui a été prise par la Cour suprême du Canada il y a peut-être 1 ou 2 ans. C'est ça, où plusieurs se sont réjouis de voir que la Cour avait décidé de mettre de côté les décisions des 20 années précédentes et de reconnaître que non seulement on avait le droit de s'associer, mais qu'on avait le droit, comme association syndicale notamment, de négocier. Bon, c'est le gouvernement de la Colombie-Britannique qui avait décrété des conditions de travail, etc. Et cela a eu pour effet au Québec de re-syndiquer, façon de parler, les travailleuses en garderie en milieu familial et les travailleuses intermédiaires en milieu hospitalier. Ces deux groupes de travailleuses-là s'est en fait enlevé la qualité de salariés au sens du code par le gouvernement Charest. Alors, ça nous a semblé, pour plusieurs, un progrès dans la reconnaissance du droit à l'association qui, auparavant, n'était que formel. Ce que vous expliquez aujourd'hui, c'est qu'on est encore devant un droit plus ou moins formel et que ce progrès-là, vous n'en avez pas parlé, c'est pourquoi je vous pose la question, ce progrès-là est finalement juste un pas de côté, mais que tout compte fait, on ne peut plus avancer. Alors, vous devez voir les choses enregistrées par rapport à ça, si c'est possible. Et ma deuxième question, ou le deuxième point de ma question, comme je vous dis, je ne fais pas de différence, c'est à propos de la formule REM. Évidemment, c'est une formule américaine, nord-américaine, canadienne, dont on est fort thèse de profiter le plus du temps. Mais il y a tout un mouvement syndical à l'extérieur de notre pays qui ne bénéficie pas de ce recours-là, de ce levier-là, et qui est assez efficace, qui est assez réel également. J'entendais d'un côté nous dire que ça détruirait plus ou moins le droit d'association, la disparition de la... pas détruirait, que ça affaiblirait beaucoup le droit d'association, la disparition de la formule REM. C'est clair que ça affaiblirait les syndicats, ce qui, évidemment, aura pour effet d'affaiblir le droit d'association. Mais quand il n'y a pas de formule REM, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de syndicalisme. S'il y a du syndicalisme sans formule REM d'ailleurs, c'est du possible ici. La question qui est posée est compliquée pour la raison suivante. Mais je vais vous dire deux prémices. Il ne faut pas faire confiance aux juges, il ne faut pas faire confiance aux avocats, à tous les avocats. Et je vais vous dire pourquoi. Quand il y a 42 ans, j'ai prêté le serment d'office, j'ai été obligé de prêter serment pour dire que les juges avaient toujours raison. Je n'ai pas le droit de dire que c'est des cons, qu'ils jugent en fonction d'intérêts de classe dans une société de classe. Je n'ai pas le droit de dire ça. J'ai été cité en radiation au barreau pour l'avoir écrit une fois. Alors, vous avez vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais à un moment donné, le bâtonnier qui s'était prononcé absolument contre le projet de loi 78 était à Radio-Canada live. Puis, il voulait dire la position du barreau, que c'était une écœuranterie. Là, il y a quelqu'un qui est venu lui dire, à 5 heures, nous venons d'apprendre que la loi vient d'être adoptée. Et le bâtonnier a dit, je ne peux plus commenter, je suis obligé de vous dire de respecter la loi. Alors, tous les avocats à qui vous parlez sont obligés par la loi de vous dire respectez la loi. Même si c'est écœurant, injuste, tout ce que vous voulez, on est obligé de dire ça, sinon le syndic nous tombe dessus. La deuxième chose, pour l'arrêt Fraser, moi je l'ai dit que c'était l'écœuranterie suprême. Cependant, si vous êtes avocat, il va falloir que vous alliez devant la Cour supérieure, devant la Cour d'appel, puis devant la Cour suprême, pour leur dire que c'est pas si écœurant que ça, qu'il te reste encore un petit peu de liberté, qu'il devait nanana. Puis là, vous allez essayer de gruger dans l'écœuranterie de ce que constitue le jugement Fraser pour pouvoir vous garder un petit bout
de possibilités d'action dans la société. Alors que si vous faites l'analyse que je fais, moi je dis, ils ont nié le droit d'association et le droit de négociation. Pourquoi? Parce que la définition que donne le juge Lebel dans l'arrêt Fraser de qu'est-ce que c'est le droit de négocier, c'est de présenter ses demandes par écrit et l'obligation du patron, c'est d'en prendre connaissance. Et il avait écrit en prendre connaissance de bonne foi, puis on rayé de bonne foi parce qu'il y a un article du Code civil, l'article 6, qui dit on doit toujours présumer que les boss sont de bonne foi. Donc, il est obligé d'en prendre connaissance. Point. Juge Lebel. Alors, je vous l'ai dit au début, faites confiance aux syndicats, mais faites pas confiance aux juges. Puis là, je viens de vous dire, vous ne pouvez pas faire confiance aux avocats parce que structurellement, institutionnellement, on est obligé de défendre les tribunaux, défendre l'indéfendable. Dans le cas des injonctions pour les étudiants, il y avait l'article 27 de la loi sur la reconnaissance étudiante, qui est un article qui dit la chose suivante. Une fois qu'une association est accréditée dans une institution d'enseignement, l'association représente tous les étudiants. Les décisions de l'association sont les décisions de tous les étudiants. L'étudiant peut sortir de l'association en demandant le remboursement de sa cotisation, mais l'association reconnue est. À partir du moment où l'ensemble des institutions ont accepté de percevoir les cotisations, ils étaient soumis, dans mon interprétation, à cet article 27 de la reconnaissance formelle de toutes les associations étudiantes. Au lieu de ça, les juges ont nié l'existence de cet article et de cette obligation et ils ont imposé une logique individualiste, une logique corporatiste, une logique de la propriété privée et des contrats. Alors, nous sommes dans ce système où, pour être nommé juge à la Cour supérieure, il faut que tu aies contribué aux élections du parti qui va te nommer. Ça, c'est la commission de Gomery qui a fait la preuve de ça. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce que les gars qui ont été nommés juges pour avoir une sénécure et avoir un très bon salaire, vous savez qu'est-ce que c'est le salaire, hein? C'est 235 à 285 000 par année. Il ne faut pas s'attendre que ces gars-là, qui ont toujours été dans le système politique de collusion, de cohésion, entre amis, vont lui donner raison. Il ne faut pas penser ça. Il ne faut pas penser non plus que c'est des écœurants méchants. Et là, je vais parler à... Je finis. Je m'emballe, excusez-moi. Mais c'est parce que je suis choqué, puis je suis vieux, puis je ne voudrais pas que ça finisse comme ça. Je voudrais que ça change avant que ça finisse. À propos de la loi 377, il y a un gap chez les avocats qui n'a pas été fait. Depuis 1998, il y a une loi qui s'appelle la loi sur le renseignement de compagnie. Toutes les compagnies qui ont entre 2 et 5, soit 2, soit 5 millions de chiffre d'affaires, et entre 200 ou 500 employés ou membres, sont obligés de faire des rapports. Et il y avait un règlement qui était complètement obsolète sur les rapports annuels que tu devais faire. Mais les syndicats et les compagnies étaient obligés de faire ces règlements. Tout le monde demandait, mettez les règlements à jour, organisez les formules pour que ça soit, on ne perde pas notre temps, etc. Alors, ils ont procédé en 2 temps. Dans un premier temps, ils ont fait de la loi pour obliger les syndicats à faire les choses qu'elles disaient. Dans le deuxième temps, savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé le règlement particulier pour les compagnies. Parce que c'était les compagnies qui font du pétrole dans l'Ouest canadien qui étaient obligées de faire le maudit de déclaration, de déclarer tous leurs actifs. Quand ils déclaraient leurs actifs, ils étaient obligés de déclarer les réserves prouvées. Or, les réserves prouvées, c'est un secret industriel qui détermine la valeur de ta compagnie. Si tu n'as pas de réserve prouvée, ta compagnie ne vaut rien. Si tu en as beaucoup, ça vaut beaucoup. Et ça se négocie sur le marché. Alors, si c'est public, quand tu faisais le rapport au gouvernement, c'était public. Les compagnies ont demandé d'enlever ce règlement sur les compagnies. Mais alors, il a dit, si on l'enlève les compagnies, les syndicats ne seront plus obligés de faire des rapports. Alors, ils ont fait une loi spéciale pour les syndicats. Puis tout de suite après. Et là, il n'y a personne qui a parlé de ça, que les compagnies ne faisaient plus de rapports. Personne. Alors, ils ne sont pas méchants. Ils décident en fonction d'intérêts de classe. C'est ça qu'il faut se... Ils ont des amis dans la société, ils ont des ennemis dans la société. Puis les décisions ne sont pas prises nécessairement
contre les syndicats qui sont pris pour favoriser leurs amis. Excusez-moi, je m'emballe. Il ne faut pas oublier quand même que les juristes qui ont fait une manip en tâche étaient 200 ou 300 alors, pour dénoncer la loi. Oui, on a appelé ça le Black Bloc. J'entends Georges parler, c'est parce que je donnais l'entrevue pour que tout le monde en parlait sur l'affaire Daigle qui va paraître l'été prochain. Et je rappelais que j'étais très fière d'avoir un headline dans la presse en 1989 où j'appelais au nom de la coalition les femmes à la désobéissance civile parce que on était rendu à quelques jours de limite pour que Chantal Daigle puisse avoir son avortement et puis on avait pris une position genre pour la désobéissance civile. Je l'ai répété à l'entrevue, alors je vais t'appeler Georges, ils me mettent dans le trou. Mais à la limite, je serais prête, moi, à laisser tomber mon adhésion au barreau pour me battre contre une loi qui interdirait aux femmes d'avorter. Alors, c'est sûr que les avocats, on a des limites, et puis, mais je suis d'accord avec Georges, il y a des grosses limites judiciaires, et d'autant plus que Stephen Harper, maintenant, a quand même nommé une très grande proportion des juges qui siègent dans les tribunaux fédéraux. Alors, je crois que la belle époque, dans les années 80, où la Charte venait d'être adoptée, on avait peut-être de l'espoir d'aller avoir une jurisprudence plus progressiste. Je pense que la situation a bien changé. Je pense que l'arrêt HEU, qui est l'arrêt dont vous parliez, qui a précédé l'arrêt Fraser, était peut-être un peu plus généreux que ce que la Cour suprême a dit après dans l'arrêt Fraser. Et avec toute la série de contestations judiciaires qui s'en viennent, on verra, il y a peut-être moyen d'ouvrir des petites brèches qui ont été posées par les tribunaux. Mais c'est certain que ça va être par la mobilisation politique. Et pour revenir à la question sur la formule RAN, vous avez raison. C'est sûr qu'en Europe, il y a beaucoup des syndicats, en France notamment, il n'y a pas de formule RAN et il y a un mouvement syndical très vibrant. Mais il y a une culture politique qu'on n'a pas au Canada aussi. Alors, je pense c'est sûr que dans l'abstrait, oui, ça ne va pas tuer le mouvement syndical. Les syndicats continuent d'exister s'ils peuvent aller trouver des façons de collecter leur cotisation syndicale. Mais dans la pratique, ça va faire très, très mal. Sur le terrain, ça va faire très, très mal. Et je crois que ça met le doigt sur des bobos aussi. Je crois qu'il y a eu une certaine paresse, il y a eu un certain détachement, de perte de contact avec les membres, de manque de mobilisation des membres. On va payer très chèrement, je crois, dans les années à venir pour un certain laxisme dans le travail auprès des membres. Et je sais que même, moi j'entends des présidents de l'Alliance de la fonction publique, c'est une alliance de 17 syndicats qui représentent les travailleurs dans les différents ministères. Et j'ai entendu tout récemment des présidents dire on a des membres qui disent ouvertement qu'ils seraient contents de ne plus avoir à payer des cotisations syndicales. Alors, l'idéologie de droite, la domination, ça domine, hein? Et les membres aussi partagent cette vision. Le discours du libre choix fait des ravages. Et je crois que ça, c'est vraiment un gros problème. Georges l'a bien identifié, toute la question de mes libertés individuelles, mais tout le discours contre la formule RAND est un discours de liberté de choix. Comme on a des discours contre les lois sur les salaires minimums au nom de la liberté de choix. C'est vraiment un problème majeur, ce discours sur la liberté, et il va falloir vraiment articuler un contre-discours. Mais c'est inquiétant quand je regarde les stratégies du Congrès du travail du Canada. Là, là en ce moment, ils s'apprêtent à faire un lobby des employeurs contre le projet de loi C-300, enfin contre la loi Donc, quand on pense que notre futur comme mouvement syndical, c'est de faire un lobby auprès des employeurs, on prend pas de position. Question de Nicole? Je vais ressortir une opinion juridique, je crois. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas, une opinion juridique qui visait à
qui proposait en fait de renforcer la reconnaissance syndicale des associations étudiantes. Je ne l'ai pas lu, mais je me demandais si parmi vous, il y en avait qui en avaient pris connaissance, puis si vous aviez une opinion là-dessus. Est-ce que c'est de nature à renforcer le pouvoir d'intervention des associations étudiantes ou si c'est de l'encarcaner puis finalement d'être peut-être, comment dirais-je, vulnérable à des attaques ensuite qui viennent réduire la capacité d'intervention des syndicats comme on en entend parler depuis pas ce matin, mais depuis environ 1 heure. J'ai pas lu l'opinion de Jury Pop, là, mais c'est sûr que ça dépend comment est-ce qu'on encadre le droit de grève. C'est que si on l'encadre, on peut l'encadrer, il y a le choix de réouvrir la Constitution, puis de faire un droit de grève reconnu constitutionnellement, en fait. Ça serait quand même bien, dépendamment encore de comment est-ce que les juges interpréteraient ce droit de grève-là. Mais on pourrait aussi faire comme le Code du travail un peu. Puis ça, ce que ça a fait, c'est que ça le restreint, en gros, le droit de grève. Est-ce qu'on veut vraiment ça chez les étudiants? Les travailleurs avaient des choses à échanger avec le gouvernement pour avoir ce droit de grève-là. Mais les étudiants, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a vraiment à échanger contre ce droit de grève-là. C'est sûr qu'on a dû faire face à des injonctions et tout, et des lois spéciales qui nous empêchaient de faire notre grève, mais qu'en gros, les étudiants, je pense, qu'ils pensent en général que le droit de grève, on le prend, puis c'est tout. Je vais peut-être faire un petit commentaire plutôt philosophique. Le sociologue philosophe Lefort a identifié quelque chose qui s'est passé depuis les années 50. C'est-à-dire qu'entre l'univers politique ou dans l'univers politique, s'est ouvert un nouveau domaine. C'est-à-dire que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le droit était toujours issu seulement de l'État. Et avec la logique de la revendication des droits, il y a eu comme une source nouvelle de droits qui est apparue dans la société civile. C'est-à-dire que la revendication populaire à des droits a créé une société dans laquelle on est obligé, nonobstant l'intervention de l'État, de reconnaître qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être faites dans cette société. Ça, c'est la logique qui s'est développée, disons, de 1945 à aller jusqu'en 1980. Depuis ce temps-là, la tentative systématique et délibérée des États, c'est de reprendre le contrôle de ces zones de droit politique de la société civile pour la structurer dans le cadre de la législation étatique. Résultat, ce sont les mêmes juges dont je parlais tout à l'heure qui vont statuer sur le droit des étudiants de faire ce qu'ils ont fait cet été et ce printemps. Tandis que, n'ayant pas de législation et se justifiant de l'action sociale de leur groupe, qui était imparable par tous les pouvoirs politiques au Québec, ils ont pu réaliser ce qu'ils ont réalisé. Tandis que s'il y avait eu un droit proclamé, à ce moment-là, l'État serait intervenu. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont intervenus sur la base du contrat individuel et sur la base de l'individualisme dans leurs injonctions, parce qu'ils ne pouvaient pas intervenir sur le secteur de la légitimité politique. Je ne sais pas ce que Natacha en pense, mais moi, je me dis que si les injonctions n'ont pas été respectées de façon systématique, si la loi n'a pas été ni respectée, ni même appliquée, c'est que c'est une mauvaise loi. Ça peut juste être ça au bout de la ligne, et c'est des injonctions, des ordres que la population générale trouvait illégitimes et donc ne respectait pas. Puis je trouve que c'est une des premières fois qu'on voit ça de façon aussi généralisée. Ça n'a pas fait peur au monde. Le monde s'est sorti à 200 000 pareil, puis il n'y avait pas d'itinéraire. Tu sais, c'est quand même... il faut se poser des questions, de voir un peu plus loin pourquoi c'est ça. Il y a une autre question de Amélie. Je
suis curieuse, la question s'adresse à Mme Côté. Qu'est-ce que vous voyez comme principale cause de des difficultés de mobiliser la société civile dans le reste du Canada face aux politiques conservatrices? Vous avez évoqué cette question-là, mais ça m'intéresse. Je devrais avoir une réponse là, parce que ça fait quand même un bon bout de temps que je suis là et j'ai beaucoup travaillé à mobiliser le mouvement des femmes au Canada. Ça a de l'air bête à dire, mais le Canada, c'est grand. Il y a vraiment des difficultés de logistique. C'est des sociétés. Je dis, il y a l'Ontario, c'est pas pareil que l'île du Prince-Édouard. Il y a vraiment. Je crois que le Canada s'organise mieux province par province que Pan-Canada. C'est vraiment très difficile de faire le travail du Pan-Canada. Le travail Québec-Canada, moi j'ai beaucoup travaillé à être le pont entre les groupes de femmes du Québec et du Canada. Évidemment, la question linguistique qui est toujours là. Mais des traditions politiques, des cultures d'organisation qui sont tellement différentes. Je veux dire, au Canada, on dirait que tout le monde pense que tout s'organise spontanément. Je veux dire, il y a des forces à ça, des fois. Des fois, tu peux lever quelque chose vite, mais il n'y a pas cette culture, je trouve, qu'on retrouve au Québec, de travail de longue haleine. Quand on regarde ce que la Fédération des femmes du Québec a fait avec la Marche mondiale, ou maintenant avec les États généraux, où on passe des mois et des années à aller en région, à consulter, à faire un consensus, à faire une plateforme, à repartir en... Il y a un travail de démocratie de la base que j'ai jamais vu en Québec. Écoutez, je suis là depuis 20 ans, là, et j'ai été au cœur du mouvement des femmes. On a fait un peu de travail, mais c'est juste que c'est très compliqué avec la logistique, c'est ça, de le faire. J'ai été impliquée dans la mobilisation contre la motion C-312 là, sur l'avortement cet automne. Ça s'est fait par téléconférence d'une façon ad hoc et tellement désorganisée. Moi, les bras m'en tombent à chaque fois. Alors, il y a... Hein? Ben, 484, mais ça, c'était une des plus belles mobilisations, Lucie. C'était le plus organisé que ça se fait. Oui, justement. Alors, il y a des traditions politiques différentes. Il y a aussi, bon, je crois qu'il y a beaucoup une vision identitaire des luttes beaucoup plus forte qu'au Québec. Au Québec, je pense que les luttes s'articulent quand même à partir d'essayer de développer un projet de société, d'essayer de développer des stratégies de solidarité entre les différents secteurs. Et au Canada, en fait, on va voir beaucoup, tu sais, la gang GLBT, là, c'est juste là-dessus qu'ils travaillent. Ils veulent pas discuter des autres enjeux parce qu'en travaillant juste là-dessus, ben, ils peuvent faire des petites alliances ponctuelles avec des conservateurs sur certaines questions. Et c'est intéressant de voir comment le gouvernement Harper, le seul dossier droit de la personne qui avance, là, c'est les droits des personnes GLBT à l'international et les droits des personnes transsexuelles. Ça se peut que la loi canadienne soit amendée ce printemps là-dessus. Alors aussi, il y a vraiment une organisation identitaire, là, les minorités racialisées, les GLBT, les personnes handicapées. C'est vraiment morcelé comme approche. Alors, j'ai pas de réponse, mais je constate une très grande difficulté à organiser. Très, très grande. Merci. Alors, je remercie les intervenants pour leur présentation, pour leur article encore une fois. On a encore la salle pour près d'1 heure. Alors, si vous voulez rester ici, prendre quelque chose à boire, venir échanger de façon informelle avec les auteurs ou avec les autres auteurs qui sont dans la salle, vous serez les bienvenus. On a aussi un kiosque avec la revue qu'on vous invitera à prendre un exemplaire et on a aussi des exemplaires de d'autres revues, des fascicules qu'on a produits récemment. Une liste, si vous voulez être abonné à notre liste d'envoi hebdomadaire, si vous voulez devenir membre, il y a Joël qui est là, qui pourra répondre aussi à toutes vos questions. Alors, merci encore pour votre présence et puis bonne fin de journée. Alors, c'était le panel de discussion de la Ligue des droits et libertés sur le droit d'association en direct sur 99media.org. Alors, ici Guys Fox en direct du chalet du Parc La Fontaine. Merci tout le monde et passez une bonne après-midi.